Si vous deviez dessiner un schéma des pays qui ont le plus aidé l'Ukraine, avec des voisins serviables comme la République tchèque d'un côté et des saboteurs professionnels comme la Hongrie bien loin de l'autre, il serait difficile de trouver un pays à placer plus près du côté serviable que la Grande-Bretagne. Les États-Unis ont donné plus d'armes et la Pologne accueilli plus de réfugiés, mais le Royaume-Uni a été parmi les plus actifs à mobiliser le soutien international à Kiev face à l'invasion russe. La Grande-Bretagne a soutenu l'Ukraine au-delà du domaine diplomatique. Formation, livraison d'armes et un investissement récent de 600 millions de dollars dans des drones bon marché pour soutenir la ligne de front ukrainienne. En gros, si cela peut contrarier le vampire du Kremlin, le Royaume-Uni est prêt à le faire. Alors, nous avons décidé d'aller directement à la source pour savoir combien de temps Londres pourra continuer ainsi. John Healey est le secrétaire d'État à la défense du Royaume-Uni et un homme qui s'est montré très franc dans son soutien à l'Ukraine. Et comme vous allez le voir, il est aussi un fervent partisan de l'idée que l'OTAN doit agir lorsqu'elle est menacée par la Russie, ce qui correspond parfaitement à ce que nous répétons sur cette chaîne depuis des années. Nous l'avons invité et, à notre grande surprise, il a accepté. S'en est suivi une conversation fascinante sur la guerre des drones, la résistance à Poutine et comment une Ukraine souveraine protège l'Europe. Honnêtement, j'étais un peu nerveux. Tu sais, c'est quelque chose d'assez important dans mon pays, mais je ne pense pas que cela se remarque trop, du moins je l'espère. Quoi qu'il en soit, dites-nous ce que vous en pensez et s'il y a quelqu'un d'autre que vous aimeriez que nous interviewions un jour. Et maintenant, voici le secrétaire à la défense du Royaume-Uni sur notre petite chaîne YouTube. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est John Healey ici. Bonjour à vous. Ravi de vous rencontrer, John. Merci de nous rejoindre. On commence tout de suite. Oui, bien sûr. On m'a dit que vous êtes basé en République tchèque. C'est exact. Je vis à Prague. Il y a du tumulte là-bas, Simon, après les élections. Un peu. Oui, un peu. Je pense que beaucoup de gens ici s'y attendaient un peu. Je pense que Babiš était un peu sur cette voie. Et oui, l'élection s'est déroulée comme beaucoup de gens l'avaient prévu, mais le mandat continue malgré tout. Cela s'est reflété hier lors de la réunion de l'OTAN du ministre de la Défense, où l'ancienne ministre tchèque de la Défense a en quelque sorte donné son accord. Elle a reçu une salve d'applaudissements. Oui, en effet. Vous savez, je pense que le gouvernement sortant a très clairement indiqué à quoi s'attendre compte tenu du résultat des élections, en particulier en ce qui concerne l'Ukraine. Je suis d'accord, il sera intéressant de voir l'évolution. Et j'aimerais vous poser des questions à ce sujet et simplement vous présenter à notre public. Nous avons un public très international. Beaucoup d'Américains regardent cette émission. Vous êtes aussi le secrétaire à la défense du Royaume-Uni. Monsieur John Healey, heureux de vous accueillir. Heureux de le faire pour la première fois. Je ne veux pas vraiment aborder la politique locale tchèque, mais... Non. Vous savez, Simon est basé en République tchèque. Je l'ai juste mentionné parce que c'était vraiment frappant hier, en fait. Oui, non, j'apprécie qu'il m'ait brièvement présenté. C'est très gentil. Je veux commencer doucement avec une question pour vous. Je me suis dit, vous savez, léger la Russie, que va-t-il se passer ensuite avec la paix? On évoque souvent la coalition des volontaires, le Royaume-Uni, la France et d'autres qui s'unissent pour agir dans l'Ukraine d'après-guerre. Je me demandais comment vous voyez cela évoluer. Quel rôle attribuez-vous aux troupes britanniques dans ce contexte et où seraient-elles positionnées en Ukraine, à l'est ou à l'ouest? Je voulais juste savoir ce que vous en pensez pour l'avenir. Donc, du point de vue britannique et comme point de départ, le Royaume-Uni reste uni pour l'Ukraine. Un soutien fort de tous les partis, un large soutien du public et des milliers de familles britanniques accueillent encore des femmes et des enfants réfugiés ukrainiens dans ce pays. En tant que nouveau gouvernement élu l'année dernière, nous dépensons maintenant le niveau le plus élevé jamais atteint de financement de 4,5 milliards de livres pour l'aide militaire à l'Ukraine cette année. Vous avez aussi vu le nouveau gouvernement britannique renforcer ses efforts pour prendre en charge la direction et la coordination du groupe de contact sur l'Ukraine. J'ai présidé cela avec Boris Pistorius d'Allemagne hier au siège de l'OTAN. 50 nations se sont réunies pour renforcer leur soutien à l'Ukraine. Et vous avez également vu, aux côtés des Français, le Royaume-Uni prendre l'initiative de former la coalition des volontaires afin que
alors que les nations internationales s'engagent à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, notre tâche soit de maintenir l'Ukraine dans le combat aujourd'hui et de repousser l'invasion russe, de préparer la sécurisation de la paix pour demain face à la coalition des volontaires et le développement de garanties de sécurité qui donneraient au président Zelensky la confiance nécessaire pour entrer dans des négociations et ensuite se tenir prêt sur tous les fronts à intensifier les efforts si nécessaire. Absolument. Et plus précisément, après la paix, quelle qu'en soit la forme, voyez-vous des troupes britanniques présentes en Ukraine à l'avenir? Eh bien, le Premier ministre a été très clair et il a, je pense, été le premier dirigeant occidental à le dire. Écoutez, il serait prêt à envisager la présence de soldats britanniques en Ukraine après un cessez-le-feu dans le cadre d'une force internationale qui pourrait aider à régénérer les forces armées ukrainiennes et aussi rassurer le peuple ukrainien. Donc, si nécessaire, il a été prêt à le dire depuis le début. Absolument. Pensez-vous qu'une partie de cette assurance pourrait prendre la forme, si vous voulez, d'un dispositif dissuasif pour la Russie? Donc, si la Russie viole un quelconque accord de paix et finit, vous savez, par faire quelque chose contre les troupes britanniques dans le pays, pensez-vous que cela servira de dispositif dissuasif pour la Russie et pour Vladimir Poutine afin qu'ils sachent qu'il ne faut pas aller plus loin? Aucune des discussions internationales, aucun des plans militaires n'a été basé sur ce concept assez ancien de force dissuasive située le long des plus de 1000 kilomètres de frontières entre l'Ukraine et la Russie. Au final, la meilleure défense et dissuasion de l'Ukraine contre toute future agression russe, c'est la force même des forces armées ukrainiennes. Et c'est pourquoi, si vous voulez, on met l'accent sur le leadership et la préparation pour soutenir la régénération des forces armées en Ukraine après la fin des combats. D'ailleurs, une armée qui est probablement la meilleure, l'une des plus flexibles et qui utilise certainement et développe constamment certaines des armes et des systèmes les plus innovants que nous ayons, en tout cas n'importe où en Europe. Il est intéressant de noter que hier à Bruxelles, il est clairement apparu pour la première fois l'argument que j'ai avancé. Sans une Ukraine forte et souveraine, il n'y a pas de sécurité future pour l'Europe. Mais l'Ukraine, après cette guerre, sera un contributeur important à la sécurité européenne au sens large. Et ce que nous commençons à voir maintenant, ce sont des exercices d'entraînement de l'OTAN avec des experts ukrainiens capables d'aider ces exercices de l'OTAN à s'entraîner et à faire face aux conditions de champ de bataille auxquelles l'Ukraine est confrontée actuellement. Et ce que nous avons vu, par exemple, lorsque le Danemark a accueilli, il y a quelques semaines, la communauté politique européenne et s'est inquiété des incursions de drones dans ses propres aéroports. Bien sûr, le Royaume-Uni a répondu en envoyant nos experts pour aider les Danois, mais les Ukrainiens l'ont fait aussi. Ils ont dépêché du personnel spécialisé, certains radars et systèmes anti-drones. Donc, vous avez commencé à voir un état d'esprit qui s'installe à juste titre, je pense, parmi ce qu'on peut appeler, pour faire court, les nations occidentales, les plus de 50 nations, non seulement en Europe, mais dans le monde entier, qui étaient là et prêtes à soutenir l'Ukraine. Ne pas voir l'Ukraine simplement comme un combat qu'ils doivent de gagner et empêcher Poutine de l'emporter, mais commencer à voir à quel point l'Ukraine peut potentiellement apporter une contribution forte à notre sécurité plus large à l'avenir. Et cela, je pense, est une partie importante pour renforcer l'engagement envers ce combat ukrainien, 3 ans et demi après le début de cette invasion brutale. Et bien sûr, vous savez, une guerre que Poutine pensait gagner en 1 semaine. 3 ans et demi après le début d'une opération militaire spéciale prévue pour 3 jours, comme nous le rappelons souvent. Je voudrais seulement poser une question à ce sujet concernant la technologie des drones. Je pense que cela aura beaucoup à voir avec ce que l'Ukraine a développé. Aujourd'hui, l'Ukraine serait sans doute vue comme un leader en technologie des drones. Vous avez évoqué la présence de troupes britanniques en Ukraine, l'entraînement et la collaboration avec les alliés de l'OTAN. Pensez-vous qu'il y ait quelque chose à faire avec l'Ukraine en matière de technologie militaire? Les drones semblent représenter un changement radical dans la façon
Seriez-vous d'accord avec cela? Pensez-vous qu'il s'agit d'un changement radical dans la façon dont nous mènerons les combats à l'avenir? Pensez-vous que les drones ne sont qu'une étape? Nous les utilisons aujourd'hui, demain on saura les contrer, puis on reviendra à nos anciennes méthodes? Il ne s'agit pas de volonté, mais de réalité. Vous ne pouvez pas être en Ukraine avec les membres de leurs forces armées ou ces civils réellement courageux qui travaillent dans les usines de drones. Le mois dernier à Kiev, j'ai visité une usine de drones déjà bombardée 5 fois cette année. Et ces ouvriers se présentaient au travail chaque jour parce qu'ils savent que ce qu'ils font permet à leurs fils, pères, oncles, amis de continuer le combat. Et on ne peut pas ignorer la façon dont ils nous disent et nous montrent comment. Le cycle d'innovation les oblige à actualiser et améliorer leurs actions toutes les 6 à 8 semaines, car les Russes trouvent des moyens d'y répondre et de contrer. Bien sûr, il en découle des leçons, ce qui arrive déjà. La question de la fibre optique m'a fasciné quand ils se sont demandé comment contrer le fait qu'ils peuvent brouiller. Oh, on va tirer un câble jusqu'au drone dans le ciel. C'est quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé. Et pourtant, ils l'ont fait. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'ils font ça rapidement. Ils font ça avec une énorme flexibilité et beaucoup d'ingéniosité. Et ils font cela très souvent à faible coût et avec une technologie relativement simple. Ils assemblent simplement des choses d'une manière qui nous montre que notre façon de concevoir nos besoins militaires, notre façon de les acquérir doit fondamentalement changer. Je pense que vous avez déjà parlé de ce que le Royaume-Uni a dirigé avec ce que nous avons appelé la force opérationnelle Kindred. Cela a permis au Royaume-Uni d'être à la pointe dans l'acquisition de la plupart des équipements dont l'Ukraine avait besoin depuis le début. Mais nous avons maintenant prouvé par nous-mêmes que nous pouvons le faire. Au Royaume-Uni, d'une manière différente, beaucoup plus efficacement. Et puis, concernant cette question de l'apprentissage, pour la première fois dans l'histoire de la guerre, la majorité des victimes des deux côtés, tuées ou gravement blessées, le sont par des drones. Ce n'est pas l'artillerie, ce n'est pas le feu intense que nous avons vu par le passé. Lorsque vos pertes dépassent les 3/4 à cause des drones et que vous constatez comment la technologie change la guerre, vous devez penser, si nous affrontons un conflit à l'avenir, ce ne sera pas comme en Ukraine, mais ce ne sera plus non plus le combat que nous connaissions et pour lequel nous étions préparés. Alors, le défi pour moi, c'est de dire non seulement comment pouvons-nous maintenant aider l'Ukraine à accélérer sa capacité à innover et à produire ce dont elle a besoin, mais aussi comment pouvons-nous utiliser cela pour nous assurer que nos propres forces au Royaume-Uni et avec nos alliés de l'OTAN disposent également de ce dont elles ont besoin. Donc, il y a plusieurs semaines, j'ai signé avec le nouveau ministre ukrainien de la Défense, le ministre Shmal, un accord selon lequel, pour la première fois, l'Ukraine partagera une partie de sa propriété intellectuelle sur l'un de ses drones intercepteurs les plus efficaces, Octopus. Nous allons maintenant développer cela rapidement ensemble au Royaume-Uni dans les prochaines semaines et le produire en masse. Nous allons donc apporter notre expertise technologique britannique, notre capacité à utiliser des techniques de production de masse pour développer un nouveau drone intercepteur amélioré, le produire à grande échelle et le remettre par milliers chaque mois entre les mains des combattants ukrainiens. Nous devrons évidemment l'améliorer au besoin en raison des défis posés par la manière dont la Russie opère. Nous pourrons aussi utiliser cela pour approvisionner, former et équiper nos forces, voire d'autres, avec ce type de technologie de drone. Et nous avons vu pourquoi c'est si important avec certaines des incursions que nous avons observées récemment sur le flanc est élargi, de la Russie vers la Pologne, la Roumanie, l'Estonie. En parlant de ces incursions, je sais qu'il ne nous reste que quelques minutes. Jusqu'où, combien plus loin la Russie doit-elle aller avant que d'autres mesures ne soient prises? Je réfléchissais à cela et les gens commentent souvent sous nos vidéos. Nous avons découvert ce qui se passe lorsqu'une nation de l'OTAN abat un chasseur russe avec la Turquie en 2015. Et le sentiment, du moins parmi mon public, semble être que l'OTAN ne riposte pas assez fermement. Pensez-vous que nous riposterons plus fermement ou que cela va s'estomper? Quel est votre avis sur l'avenir?
Quelle position l'OTAN devrait-elle adopter selon vous? D'abord, Poutine doit savoir que si l'OTAN est menacée, nous réagirons. Et deuxièmement, je pense que nous avons vu une réaction forte, rapide et ferme de l'OTAN, y compris en quelques jours, des avions britanniques renforçant la patrouille du flanc est de l'OTAN en Pologne et au-delà. Pour moi, il est vraiment moins important de savoir si ces incursions sont délibérées ou non intentionnelles. Elles sont la responsabilité de Poutine. Il cherche à nous tester. Il cherche à nous distraire et à nous diviser, à nous détourner de l'Ukraine, à nous diviser dans la réponse que nous apportons. Et ce que nous avons entendu au siège de l'OTAN lors de la réunion des ministres de la Défense et lors de la réunion de l'Ukraine Défense Contact Group que j'ai présidé hier avec Boris Pistorius, c'était très clair. L'OTAN est prête à intensifier ses efforts. L'OTAN répond, comme nous l'avons vu ces dernières semaines, avec la Pologne et l'Estonie, répondre pour dissuader et répondre pour unir. Et le problème pour Poutine, c'est qu'il est maintenant plus faible qu'il ne l'était avant de lancer son invasion en Ukraine. L'OTAN est plus forte et plus grande grâce à cet engagement extraordinaire que nous avons tous pris en juin lors du sommet de La Haye. D'ici 2035, chaque nation consacrera 5% à la sécurité nationale élargie ainsi qu'à la défense centrale. Ainsi, l'invasion de l'Ukraine par Poutine est totalement contre-productive par rapport aux objectifs fondamentaux à long terme qu'il poursuit. Et vous savez, c'est difficile. C'est une période difficile pour l'Ukraine. Il est important qu'il sache, comme nous l'avons montré au ministre Chimal hier, que les nations qui soutiennent l'Ukraine continueront de le faire aussi longtemps qu'il le faudra. Nous allons les aider à combattre et renforcer nos efforts dès maintenant. Et nous sommes prêts à aider à sécuriser l'avenir si nous pouvons amener Poutine à la table des négociations. Et cela consistera à maintenir l'Ukraine forte sur le champ de bataille, mais aussi à renforcer la pression sur Poutine, non seulement pour qu'il parle, mais pour qu'il négocie. Et l'un des aspects importants était que les Américains ont joué un rôle majeur dans les discussions du ministre de la Défense hier à l'OTAN, ainsi que dans les discussions au sein de l'Ukraine Defense Contact Group. Oui, je suis d'accord sur tous les points, surtout sur l'idée que Poutine a déclenché une guerre en Ukraine parce qu'il était préoccupé par l'OTAN. Et maintenant, il devrait être encore plus préoccupé par l'OTAN, apparemment. Tellement contre-productif, comme vous le dites. Monsieur le ministre, ce fut un réel plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous et j'apprécie vraiment votre travail sur ce podcast. Vous aussi, merci beaucoup. Merci.